bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que tout va bien pour vous. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler de calcium, de régime contre les maladies chroniques, de l'appétit, d'image, du meilleur régime en 2023 d'ailleurs. Je pense que c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Et voilà. Bon. Alors... Dans cet épisode, je vais vous parler rapidement, là, avant de commencer, de ce que j'ai sorti pour vous ce week-end. C'est une mise à jour santé. En fait, voilà comment ça s'est passé. Les Américains et les Britanniques font quelque chose qu'on doit certainement faire aussi, mais qui est pas suffisamment public. C'est qu'ils se produisent des rapports sur l'obésité, sur l'alimentation, etc. Ils se réunissent en fait, en gros. Donc bon, eux, chacun de leur côté, hein, mais ils se réunissent et ils essayent de voir un petit peu les évolutions chaque année au niveau de la nutrition et tout ça. Alors peut-être parce que eux sont plus concernés que nous, hein, même si l'obésité est assez dramatique en France aussi, mais eux, ils ont peut-être un petit peu d'avance sur nous, surtout les Américains. Et en fait, ils sortent des rapports pour essayer de voir un petit peu ce qu'on peut mettre en place, donc à la fois au niveau politique, mais également au niveau des habitudes alimentaires. Donc de revoir un petit peu peut-être des dogmes, des fausses croyances, etc. Notamment pour quelle est la meilleure forme d'activité physique pour brûler du gras. Enfin, des choses comme ça que nous, parfois, on peut savoir depuis quelques années, mais qui n'est pas encore admis par le grand public. Admis, en tout cas, entendu. Parce que, encore aujourd'hui, si le grand la vous lui demandez enfin, on fait partie du grand public, hein, mais on va dire que les gens qui ne sont pas informés sur la nutrition sportive, sur l'ordi, enfin la nutrition sportive pour mincir, qu'est-ce qu'il faut pour mincir? Les gens vont dire bon bah manger comme un sportif, c'est quoi? C'est se faire manger du riz, des pâtes, mais sans sauce, hein, sans beurre, sans rien, et faire de la course à pied. En général, c'est ça, c'est féculent, course à pied, et surtout éviter le gras, quoi. Alors qu'on sait aujourd'hui que, j'aime pas dire c'est un peu plus compliqué que ça, j'ai envie de dire que la nourriture est beaucoup plus complète que ça. On n'est plus à réfléchir uniquement sous l'angle de l'apport calorique, mais on va également regarder la qualité de l'alimentation et tout un tas d'autres choses d'ailleurs. Et c'était intéressant de lire ces rapports parce que ça permet de voir où eux en sont. En fait, déjà, moi, ça me permet de voir le retard qu'on prend en France, enfin, en tout cas, dans le discours public en France. Quand je dis en France, c'est pas les gens comme vous ou moi, où on est passionné par un sujet, mais dans le discours grand public. Eux produisent des rapports, nous, on l'a un petit peu avec le PNNS aussi, avec l'ANSES, tout ça, mais ça reste... c'est pas du grand public. C'est la démarche d'y aller, de se renseigner, quoi. Donc, je voulais vous faire part de ce rapport alors, sur l'obésité chez les Britanniques et sur la santé et le surpoids aux États-Unis. Donc, c'est une vidéo que j'ai produite pour vous parler de tout ça, pour réagir à ça, commenter tout ça. Donc, c'est sorti hier à 10h, enfin avant-hier à 10h, si vous entendez le podcast à sa sortie. Et vous allez avoir pas mal de conseils, de tips, etc. J'en dis pas plus. Allez voir, le lien est dans la description. Alors, premier sujet, calcium, lait et santé. Donc c'est un sujet, il me semble que c'est de Nutrition Fact, donc c'est américain, donc forcément l'article sera en anglais sur le site si vous allez voir la source, mais je vous ai fait un petit travail en français pour que vous puissiez savoir de quoi on parle. Alors, ils disent dans l'article, des études ont montré qu'il existe une grande variation dans l'incidence du cancer de la prostate à travers le monde, avec des faibles taux en Asie et en Afrique, et des taux élevés en Amérique du Nord, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Europe du Nord.
Ces régions consomment beaucoup de lait, ce qui suggère un possible lien entre la consommation de produits laitiers et le cancer de la prostate. Des dizaines d'études ont montré que la consommation totale de produits laitiers, y compris le lait faible en gras, donc était effectivement associée à un risque accru de cancer de la prostate. Donc lait faible en gras, donc c'est, vous savez, le bouchon vert, ou alors donc c'est le lait, le bouchon vert, c'est comment on appelle ça, écrémé, ou alors même les produits laitiers, vous savez, dits à 0%, etc. Et voir aussi si les protéines en poudre, type whey et tout, c'est le même manège. Hein. Alors l'explication possible est la teneur élevée en calcium des produits laitiers. Cependant, lorsque la consommation de calcium dans les produits laitiers provenant des sources non laitières a été analysée, elle s'est révélée protectrice. Donc là, il y a un problème. On se dit, est-ce que c'est le calcium qui pose problème? Donc si on se met à manger plein d'aliments autres que le lait contenant du calcium, est-ce qu'il y a le même problème? Ben non. Le calcium, c'est plutôt révélé protecteur. Cela suggère que d'autres composants des produits laitiers pourraient être en cause. Donc la protéine animale dans les produits laitiers pourrait augmenter les niveaux d'une hormone de croissance qui favorise le cancer, appelé facteur de croissance insulinomimétique, donc 1, IGF-1, hein, là quand je dis IGF-1 tout le monde se dit ah d'accord, ok. Par ailleurs, même sans l'IGF-1, la caséine, une protéine du lait, semble favoriser la croissance des cellules cancéreuses. Donc du coup, c'est pas forcément l'IGF-1 non plus. Par conséquent, la consommation élevée de produits laitiers après un diagnostic de cancer de la prostate pourrait augmenter le risque de mortalité. Donc là, on voit que c'est après, c'est pas avant. Mais bon, avant, qu'est-ce qui cause? Et on va pas prendre de raccourcis en se disant mieux vaut l'arrêter tout de suite. Ben, on n'en sait pas trop, en fait, c'est encore flou, c'est trouble. Mais bon, je vais continuer. D'autre part, la consommation de produits laitiers est associée à un risque réduit de cancer colorectal, l'un des cancers les plus mortels. Il est possible que les effets protecteurs du calcium, qui peut se lier aux acides biliaires pro-inflammatoires dans l'intestin, expliquent cette association. Cependant, les produits laitiers riches en matières grasses comme le fromage peuvent augmenter les acides biliaires, annulant ainsi les bénéfices du calcium. Donc en conclusion, ils disent pour adopter une approche préventive en matière de nutrition et de cancer, il est recommandé d'obtenir du calcium à partir de sources non laitières, comme les légumes à feuilles vert foncé, faibles en oxalate, les haricots, les pois cassés, les pois chiches et les lentilles, ou si nécessaire, les aliments riches en calcium comme le soja ou le lait d'amande. Bon, lait d'amande, je crois qu'on n'a même pas le droit de l'appeler du lait, donc c'est jus, jus d'amande. Et puis moi, je ne suis pas fan, sauf si vous le faites vous-même, des jus végétaux. Et puis le soja, c'est pareil, je suis pas fan. C'est personnel, moi j'ai mes croyances là-dessus, j'ai quand même quelques connaissances aussi sur le soja, mais en fait les études sur le soja sont tellement nombreuses et financées par l'industrie du soja qu'on a du mal à retrouver le vrai du faux. Et moi personnellement, c'est à titre personnel, hein, je sais qu'il y en a parmi vous qui m'écoutent et qui consomment du soja, qui sont convaincus qu'il n'y a aucun problème et tout. Moi, par précaution, j'ai lu des rapports, quand même, des rapports de cas dans la littérature scientifique. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est une personne, machin, une fois, qui s'est retrouvé à avoir des problèmes d'aromatisation et tout, un homme, hein, gynécomastie et compagnie, à cause d'une consommation quotidienne de produits dérivés du soja. Bref. Que nous dit finalement cet article qu'au niveau des produits laitiers, on est assez mal informé aujourd'hui, que ce qu'on aurait pu penser être le résultat du calcium du lait, c'est pas ça finalement, puisque le calcium ailleurs, ça aide pas mal. De toute façon, le calcium, c'est pas forcément on se doute qu'il y a quelque chose de plus fort que ça pour nous déclencher une saloperie, quoi. Les facteurs, alors l'IGF-1, effectivement, l'IGF-1, facteur de croissance, forcément, si vous avez des cellules cancéreuses qui vont être arrosées d'IGF-1, ça va pas forcément bien se passer. Mais encore une fois, est-ce qu'il faut vivre à essayer de limiter son IGF-1, de limiter absolument la croissance, puisque, pour rappel, on fait quand même de la musculation pour développer sa masse musculaire, et son absence fait que, l'absence d'IGF-1 fait que le muscle, il va avoir du mal à pousser. Donc, encore une fois, moi j'aime bien tempérer les choses, d'essayer de comprendre.
il est vrai que, comme ils disent, en cas de problème de santé type prostate un peu grosse à un âge un peu précoce, etc., enfin, par mesure de précaution, j'appuierai un petit peu sur l'embrayage pour essayer de passer d'une consommation de un produit laitier par jour ou deux à 1 ou 2 par semaine peut-être, pour essayer de diminuer la charge. Et en parallèle, parce que les gens ont tous peur, oh là là, le calcium, déjà, sachez une chose, c'est qu'une protéine en poudre reste, à mon sens, un produit laitier qui contient du calcium. Et deuxième chose, du calcium, vous en retrouvez dans d'autres aliments, dans des végétaux, etc. Et qui seront protecteurs également, parce que teneurs en fibres et puis d'autres micronutriments. Donc, essayez, au lieu d'en consommer tout le temps, d'en consommer ponctuellement, de laisser le temps au corps d'évacuer, de ne pas être abreuvé en permanence en fait, avec du lait au petit-déj, un yaourt à midi et du fromage le soir, tout le temps quoi. Ça, après, c'est la façon dont moi je fonctionnerai. Après, chacun est libre de faire comme il veut. Ce podcast, c'est de l'information. C'est pas, je fournis pas d'ordonnance. Bon, deuxième sujet. Quel est le meilleur régime actuellement ? Donc, vous avez certainement en tête des tas de régimes dans votre bibliothèque de connaissances, on va dire, et vous aimeriez savoir lequel fonctionne le mieux. Alors, il y en a déjà qui sont en train de se dire, celui qui fonctionne le mieux, c'est celui qui est adapté à toi, ou celui qui fonctionne le mieux, c'est celui qui est le plus équilibré, etc. En fait, quand on dit ça, on n'a rien dit. Ça fait bien de dire celui qui est adapté à toi, mais si là, une personne m'écoute, il ne sait pas comment l'adapter à lui, puisqu'il ne sait pas, en fait, ce que veut dire s'adapter à un régime à soi-même. Quel est le meilleur régime actuellement ? Donc c'est très simple, une méta-analyse australienne s'est concentrée sur l'efficacité de différents régimes alimentaires pour prévenir les maladies chroniques non transmissibles. Alors, cet article, vous pouvez le retrouver dans son intégralité sur le site lanutrition.fr, pour rappel, le lien est directement dans les notes de l'émission. Elle a analysé, donc la méta-analyse, plusieurs régimes, dont le paléo, le régime méditerranéen, le régime DASH, le régime à faible teneur en graisse et en glucides, parmi d'autres encore. Donc le régime paléo a été jugé le plus efficace pour contrôler 3 marqueurs clés de la santé, qui sont le cholestérol, la glycémie et l'inflammation. Donc globalement, 3 trucs qu'on essaye de surveiller au XXIe siècle, parce qu'on les pense responsable de beaucoup de problématiques de santé entre guillemets modernes. Donc ce régime s'inspire de l'alimentation pré-agricole, comprenant une grande quantité de végétaux non céréaliers, des viandes et des poissons, donc déjà là on est un peu à contre-courant écologique, etc. pour beaucoup, et pas d'aliments ultra transformés, donc ce que je recommande globalement, ni de laitage, de sucre et peu de sel. Donc c'est un régime relativement radical, le paléo. Par contre, suivre les recommandations officielles ne garantit pas nécessairement une bonne santé. Donc ça, c'est la méta-analyse qui le dit. Donc c'est une méta-analyse australienne, pour rappel. Suivre les recommandations officielles ne garantit pas nécessairement une bonne santé. Bon, on le sait que de manger... de toute façon, il n'y a aucune garantie de bonne santé avec l'alimentation. C'est pas parce qu'on mange sainement qu'on est immortel. Mais par contre, en mangeant sainement, on a certainement moins de chances de choper une saloperie et on a potentiellement... on gagne potentiellement des... Enfin, c'est pas potentiellement, c'est même en termes de statistiques et de pourcentage, on gagne des pourcentages de durée de vie à manger sainement. Effectivement, si vous tombez sur quelqu'un qui décède à 40 ans et pourtant qui faisait du sport et qui mangeait sainement et vous dites « Oh là là, ouais, mais est-ce qu'il serait pas mort à 25 ans s'il faisait tout mal ?» C'est toujours comme ça qu'il faut penser aussi, parce que sinon c'est les raccourcis et tout le monde se met à fumer, picoler, se droguer en pensant de toute façon il n'y a pas de règle. Donc il est aussi mentionné qu'un régime basé sur des choix d'aliments sains est plus pertinent pour améliorer les indicateurs précurseurs de maladies chroniques plutôt que de se concentrer uniquement sur les macronutriments. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Elle a cette phrase un petit peu complexe, mais en fait ça se comprend assez simplement. C'est qu'au lieu de faire des diètes où vous êtes qu'à compter les calories et les protéines, glucides, lipides. Donc c'est une bonne chose, c'est un pied à l'étrier, ok, d'accord, pour la diète et comprendre la nutrition. Mais au lieu de penser qu'à ça, il faut aussi se concentrer grandement sur la qualité des aliments. Je m'explique. Si vous faites que compter les macros et les calories, vous pouvez très bien au quotidien vous alimenter avec de la junk food.
sauf qu'il faut faire des calculs pour que le taux de protéines soit satisfaisant, de glucides aussi, de lipides aussi, et de calories également. Donc c'est quelque chose qui est faisable mathématiquement parlant. Par contre, votre corps, lui, il a un problème, c'est qu'il a besoin de recevoir des micronutriments. Ce que j'appelle moi des micronutriments, c'est les vitamines, les oligo-éléments, enfin bon voilà, les minéraux, etc. Et dans la nourriture de cette qualité-là, il n'en reçoit pas ou peu. Deuxième chose, les aliments transformés sont souvent des aliments très faibles en eau. On sait que l'eau contenue dans un aliment n'est pas traitée de la même façon que de l'eau traitée seule. Également, l'apport en sel va être excessif, même si on arrive à gérer. Et surtout, l'apport en fibres, il va être quasi inexistant. Pourquoi ? Parce que dans la bouffe transformée, on retire souvent ce qui coupe le plus l'appétit. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire des protéines. Les protéines, la flotte et les fibres. Et on ajoute ce qui augmente l'appétit, notamment le sel, parce que quand on a du sel, on mange plus, l'appétit est ouvert et on boit plus, donc c'est plus de soda, etc. Bref, donc ils disent que ça peut faire partie de ça. Ensuite, je continue. Néanmoins, l'étude souligne qu'elle ne porte que sur des biomarqueurs intermédiaires et non sur l'incidence des maladies chroniques, ce qui limite son interprétation. Donc les résultats suggèrent la nécessité d'études supplémentaires pour mieux comprendre les effets à long terme du régime paléo et d'autres régimes étudiés. En fin de compte, bien que le régime paléo soit arrivé en tête pour contrôler l'inflammation, il est proche du régime méditerranéen en termes de scores globaux. Les deux régimes mettent l'accent sur les végétaux tout en autorisant la viande et le poisson. Cependant, le régime paléo strict interdit les aliments ultra transformés ainsi que les produits céréaliers et laitiers. Mais notamment, le régime paléo, de mémoire, il y a une grosse partie, voire l'intégralité des légumineuses qui n'est pas contenue dans la diète paléo. Donc je vous avais fait un cours sur la diète paléo. Moi, c'est une diète que j'ai aimé suivre. En fait, moi, j'ai essayé de m'approcher au plus de cette diète-là, mais au XXIe siècle. C'est-à-dire que c'est une approche alimentaire la plus saine possible. Moi, j'avais du mal en fait à enlever la viande, les œufs, le poisson. Ça résonnait mal. C'est sûr que si on a un discours ou protection des animaux ou écologique, ça peut se comprendre de réduire, etc. Et encore, faut voir exactement les chiffres. Mais bon. Enfin, les chiffres, je ne remets pas en question les chiffres de la consommation de viande et du climat et de la pollution et tout, c'est pas ça. Il faut voir la quantité que l'individu peut consommer, parce que ça, c'est jamais défini. Mais de viser paléo, de toute façon, même si on vise paléo au XXIe siècle, on n'y arrivera pas. Donc d'avoir dans le viseur une diète paléo, mais pourtant on va peut-être manger parfois du riz complet, parfois des légumineuses, etc. En fait, le paléo, pour moi, c'est une bonne base d'essayer d'avoir le maximum d'aliments bruts. Après, on va venir parsemer cette diète-là de glucides type des légumineuses, des choses comme ça. Et c'est là où on bascule d'un coup dans une approche un petit peu plus méditerranéenne, bien que la diète méditerranéenne soit plus riche en poisson qu'en viande, contienne des quantités de céréales type blé et tout ça relativement élevées. Donc c'est pas forcément quelque chose strict méditerranéen que je suivrai non plus, quoi. Donc surtout pour la musculation, et surtout pour la musculation afin d'avoir des abdos visibles, puisque c'est ça en tout cas moi mon objectif, puisque j'ai pas fait de la muscu pour être énorme, j'ai fait de la muscu pour avoir la ligne et être tonique. Moi, la meilleure diète pour sécher, en tout cas en 2023, je vous la mets là d'ailleurs dans les notes de l'émission, vous verrez, j'ai mis le lien en orange, allez voir. Je vous l'ai mise et vous allez voir ce que moi je fais et comment vous pourrez l'adapter à vous d'ailleurs. Voilà pour ce sujet. Donc la diète paléo remporte la palme d'or de cette méta-analyse suivie par la diète méditerranéenne. Et si vous voulez voir le meilleur régime pour sécher en 2023, allez voir le lien dans les notes de ce podcast. Troisième sujet, manger moins en regardant des images. Donc je vous en ai déjà parlé très rapidement dans un contenu il n'y a pas si longtemps que ça. Et je vais vous le détailler ici. Donc cet article décrit une étude récente de l'université d'Aarhus
donc Darus, je ne sais pas comment on le prononce, qui suggère que la visualisation répétée d'images de nourriture peut nous rendre rassasiés, potentiellement réduisant notre désir de consommer cette nourriture. Donc l'idée générale est que la saturation de nos sens par les images de nourriture peut déclencher notre sentiment de satiété. Donc Chark Anderson, qui a récemment défendu sa thèse au département des sciences de l'alimentation à l'université d'Aarhus, explique que les participants de l'étude qui ont vu une image de nourriture plus de 30 fois se sont sentis plus rassasiés qu'avant et ont choisi de plus petites portions par rapport à ceux qui n'ont vu l'image que 3 fois. Ceci est expliqué par la théorie de la cognition fondée qui suggère que l'imagination d'une action peut stimuler les mêmes zones du cerveau que l'action réelle. Donc neurones miroirs, on en parlait dans des vieux podcasts sur les neurones miroirs, etc., mais également lors d'expositions par la méditation à des stimulus qui nous inquiètent, qui nous font peur, etc. Donc une approche TCCiste de l'exposition par la visualisation, etc. Par exemple, en imaginant mordre dans une pomme juteuse, les mêmes zones du cerveau sont stimulées que si vous preniez réellement une bouchée de pomme. Alors ça, il y a un exercice qui est assez simple. Imaginez-vous, là par exemple, vous fermez les yeux, je ne sais pas où vous m'écoutez, si vous êtes en voiture, ne le faites pas, mais écoutez juste ce que je vais vous dire. Donc imaginez-vous, vous êtes en train de travailler, peu importe l'endroit où vous vous trouvez, dans votre bureau, dans votre bagnole, ou peu importe où vous êtes, vous faites une pause, vous vous arrêtez, vous vous levez, vous vous mettez à marcher en direction du frigo, de la salle de pause proche de chez vous, là, proche de là où vous êtes, et vous ouvrez le frigo. Et dans le frigo, il y a un panier de citrons. Vous prenez un des citrons, vous le coupez délicatement avec un couteau, vous coupez plusieurs petites tranches comme ça, et une des tranches, à un moment donné, vous la regardez, vous observez, elle luise un petit peu, elle brille, vous sentez qu'elle est juteuse et tout. Et après l'avoir regardé quelques secondes, vous croquez à pleines dents dedans. Là, logiquement, si vous étiez bien connecté avec ce que j'étais en train de dire, vous avez dû saliver légèrement, avoir la petite sensation acide sur la langue et dans la bouche. Et en fait, ça, c'est l'explication de ce que l'article dit, quoi. C'est-à-dire que cette action mentale, imaginée, est perçue parfois comme réelle, et même votre propre corps a réagi. Ça a réagi. Moi, en tout cas, ça marche très bien pour moi. Je ne sais pas si pour vous ça marche. Peut-être parce que je fais beaucoup de méditation, j'en sais rien. Mais en tout cas, chez moi, cet exercice marche très bien. De se visualiser en train de croquer dans un citron, ça me fait tout de suite saliver. Même le fait d'en parler, là, j'ai le bout de la langue qui s'humidifie. Donc l'étude a également exploré l'effet de la variation des images sur le sentiment de satiété. Les chercheurs ont montré aux participants des images de M&M's de différentes couleurs et ont découvert que cela n'a pas eu d'effet majeur sur leur sentiment de satiété. Cela suggère qu'il faut un changement plus significatif que la simple couleur ou la saveur pour influencer le sentiment de satiété. Donc Anderson croit que ces résultats pourraient être utilisés pour aider à contrôler l'appétit et donc potentiellement aider à lutter contre l'obésité. Par exemple, une application pourrait être développée pour montrer de nombreuses images de nourriture que l'utilisateur envisage de manger, ce qui pourrait induire un sentiment de satiété et réduire le désir de cette nourriture. Cependant, l'efficacité de cette stratégie reste à vérifier car l'étude a montré que les participants ont seulement choisi légèrement moins de Skittles ou M&M's correspondant à moins de 50 calories. Non mais c'est déjà bien. C'est déjà bien, c'est toujours un progrès en fait. Moi c'est ça que je regarde. Après, c'est vrai que si par exemple... Là, ce matin, vous êtes réveillé avec une pizza en tête. Pourtant, c'est pas le moment de manger une pizza, c'est le début de semaine, vous essayez de faire attention et tout, mais vous avez une pizza dans la tête, c'est pas possible, quoi. Vous arrivez pas, vous êtes... comme disait Eutsemeria dans une vidéo, je crois, c'est possédé par l'esprit de la pizza, là, pour le coup. Donc, vous êtes possédé par cet esprit de la pizza. Et vous vous mettez devant une image de pizza, vous prenez celle que vous voulez, évidemment, la plus grasse, la plus calorique, la plus dense, etc. Et vous testez. 30 fois d'affilée, vous allez regarder cette image. 30 fois d'affilée. Donc ça fait beaucoup, hein, jusqu'à ce qu'il y ait une forme de rassasiement. En fait, il faut faire cet exercice non pas quand vous savez que vous pouvez vous priver de cet aliment.
quand je dis privé, passez à côté, vous raisonnez, vous direz écoute, hier j'ai mangé une tartiflette, c'était le week-end, ça va, j'ai pas besoin de manger une pizza aujourd'hui, là c'est juste un petit plaisir, je suis fatigué, j'y pense, j'en ai envie, mais je sais que je vais passer à côté, je vais pas la prendre, je vais manger sainement. Si c'est dans ce cas-là, ça sert à rien de le faire. Par contre, si c'est un moment où vous savez fondamentalement que vous allez le manger, parce que la pizza est déjà commandée, ou vous allez passer commande et vous hésitez entre la petite, la moyenne ou la grande, ben faites-le là. Parce que en fait, l'idée est que ça va réduire votre consommation. Étant donné que vous allez être à coup sûr, vous allez la manger, ben ça fera toujours 50 calories de moins, quoi. Et évidemment, il y en a qui vont dire mais il faut se faire plaisir, on n'a qu'une vie. Ouais, mais enfin... Vous faites plaisir aussi, c'est juste qu'il y a un moment donné où quand on mange des aliments de mauvaise qualité, des aliments comme ça, pizza, saloperie de bonbons et tous ces trucs-là, même si tout le monde en mange, j'en mange aussi, attention, hein, je juge personne. Hein. C'est juste qu'il y a un moment donné où le plaisir a disparu et on tombe dans la satisfaction, le circuit de la récompense, quoi. Si vous regardez bien, ça c'était un autre médecin qui en parlait dans une vidéo et j'avais apprécié qu'il en parle parce que j'avais pas fait cette observation et d'ailleurs ça m'avait énervé de pas l'avoir faite avant. Mais si vous observez bien l'appétit, la faim, la vraie faim, vous savez quand vous avez le ventre qui grignote là, qui gargouille, etc. Vous n'avez pas remarqué que après 2-3 bouchées à peine, ça disparaît ça. C'est-à-dire que cette faim dévorante qu'on a eue, où on se disait oh là là, je suis pas bien, j'ai faim, j'ai vraiment faim, j'ai très très faim. Elle disparaît, mais quasiment immédiatement après la première bouchée. Alors que si on s'arrêtait après cette première bouchée, on n'aurait pas suffisamment à manger. Mais on voit bien qu'il y a vraiment un truc où le psychologique agit sur le physiologique. C'est-à-dire que psychologiquement, nous voyons que l'assiette est pleine devant nous, donc on va être satisfait au niveau de l'appétit, au niveau de l'énergie surtout, parce que c'est ça, hein. Et c'est bon, il arrête de sécréter, il arrête de nous ouvrir l'appétit à fond, mais dès la première bouchée. Et c'est je trouve ça hyper intéressant. Parce que ça en dit long en fait sur la capacité, sur le lien entre les perceptions, le sentiment de se savoir rassuré. Donc rassuré c'est quoi ? C'est d'avoir à manger devant les yeux, etc. Et tant qu'on n'est pas rassuré, tant qu'on n'a rien devant les yeux, on a l'impression qu'on a l'estomac qui, en fait, on a le cerveau qui s'est caché et on a un estomac à la place du cerveau, quoi. On voit tout sous le regard de l'estomac. Et donc on devient agressif, etc. Mais bon, ça, je pense que ça s'explique par le fait que quand on avait faim, devenir agressif, c'est normal. Alors aujourd'hui, ils vont vous dire c'est normal, la glycémie baisse, une hypoglycémie, ça rend agressif. Mais pourquoi ça rend agressif ? Peut-être parce que être agressif, ça permettait de chasser, de se battre pour récupérer de la nourriture, enfin en tout cas de survivre, quoi. D'avoir un surplus d'énergie, d'agressivité, de compétences, de force, etc. pour justement se procurer de la bouffe, quoi. Donc cueillir, chasser, tuer, enfin j'en sais rien. Voilà pour cet article. Donc regardez les images. Moi, j'en parle aujourd'hui. En plus, c'est un sujet qui pourrait d'ailleurs. Je ne sais pas combien de photos on pourrait mettre sur Instagram. Vous savez, on peut faire des albums de photos sur Instagram. Quand vous postez une image, vous pouvez en mettre plusieurs. Il faudrait que je regarde si on peut en mettre 30. Et vous mettre 30 images de pizza pour voir si quand vous les avez regardées, vous en avez moins envie, quoi. Bref, sinon vous allez sur Pinterest, vous tapez pizza, ou vous mettez hashtag pizza sur Instagram et vous faites défiler et vous verrez plein d'images de pizza. Et regardez, vous mettez votre envie de pizza. Je parle de pizza parce que je sais pas pourquoi en ce moment j'ai une pizza dans la tête, mais vous mettez ce que vous voulez qui vous fait envie. Et juste avant de commencer l'exercice, essayez de jauger votre faim de 1 à 10, à savoir que 10 sur 10 serait une faim de fou, quoi. Et mettez une note et faites l'exercice. Donc vraiment 30 fois, vous regardez et refaites l'exercice, quoi, pour voir si vous en avez un peu moins envie. Voilà. Et puis en fait, quand vous faites l'exercice, pensez que vous croquez dedans un petit peu, enfin que visualisez-vous en train un petit peu de la manger aussi, quoi. Voilà. Donc, c'est tout pour cet épisode. Ah bah non, allez voir la mise à jour santé que je vous ai donnée tout à l'heure en introduction et surtout, allez voir le meilleur régime pour sécher en 2023. Donc voilà, vous avez le petit lien orange qui se retrouve dans les notes de l'émission. Dans les notes de l'émission du podcast sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine. Bye bye.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto au rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu. Tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.